Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir au menu de l'actualité Covid-19 face à la nouvelle vague intensifiée par Omicron. Une campagne de vaccination pour une troisième dose lancée. Des Sénégalais désireux de se protéger et de protéger les siens se disent prêts à recevoir une troisième injection. Reportage d'Aïssata Kamara à suivre tout à l'heure. Embargo sur le Mali. Transitaires, transporteurs et activistes du Sénégal et du Mali demandent la levée des sanctions dans les plus brefs délais. Regroupés hier pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, ils invitent toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue pour trouver un consensus. Le fléau semble passer sous silence. La toxicomanie gagne du terrain. L'alerte est du spécialiste et expert dans le domaine Sadibou Diop. Avec 15 années de carrière en Amérique, il est de retour au Sénégal et dans la poursuite de sa carrière, il rappelle le rôle non négligeable des familles des personnes souffrant de toxicomanie dans les thérapies. Abdourahmane Ly nous propose son portrait ce soir. Et notre rubrique article de la semaine qui se colle à l'actualité, les sanctions de la CEDEAO au Mali, analysées par notre confrère Lamine Diouf du quotidien Enquête. Le Mali, un pays plongé dans l'instabilité politique depuis quelques années. À suivre en fin d'édition avec Mamadou. Bienvenue à tous. Le taux de contamination au Covid-19 devient de plus en plus inquiétant au Sénégal. Ce vendredi, sur plus de 2300 tests effectués, 502 sont revenus positifs et pour freiner la propagation du virus, une campagne de vaccination pour la troisième dose est lancée. Des citoyens sénégalais se disent prêts à se faire piquer pour une troisième fois pour se protéger et protéger leur entourage. Reportage signé Aïssata Kamara. Alors que le taux de contamination grimpe au Sénégal, la population semble faire fi des mesures barrières. Et surtout, la précaution préventive recommandée, se faire vacciner. Pourtant, les autorités sanitaires ont officialisé l'administration de la troisième dose de vaccination. Fort heureusement, certains ne se font pas prier. Bon, au regard des cas qui augmentent et des nouveaux variants qui sortent de jour en jour dans différents pays, je pense qu'il sera nécessaire de se vacciner pour protéger sa famille et se protéger soi-même aussi. Dans les jours à venir, peut-être demain ou après-demain, si j'ai le temps, je vais me faire vacciner. Avec le taux de contamination, j'aimerais bien prendre la deuxième dose. Et la troisième dose aussi. Avec un taux de 21,62% de cas de contamination journalière, des citoyens inquiets de l'évolution de la nouvelle variante du Covid-19 invitent la population à se faire vacciner. Bon, moi, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ne prennent pas ça au sérieux, qui disent que la maladie n'existe pas. Mais effectivement, la maladie bel et bien existe. Du coup, j'invite tout le monde à à se faire vacciner pour se protéger, protéger la famille, protéger notre environnement. Le taux de contamination de la pandémie du Covid-19 au Sénégal devient de plus en plus élevé ces dernières semaines. La campagne de vaccination de la troisième dose a commencé. Ceci pour limiter la propagation du virus. Ce vendredi, 502 cas positifs ont été enregistrés. Et nous parlons emprunt obligataire. Le Sénégal est solvable. La preuve au sein de l'UMOA pour un emprunt de 37 milliards de francs CFA dont il avait besoin. Le pays a reçu des propositions de plus de 100 milliards de francs CFA. Finalement, il a opté pour une dette de 40 milliards de francs CFA dont le taux d'intérêt des obligations est à 4,29% que le Sénégal paiera sur 5 ans. Un taux d'intérêt acceptable si l'on en croit l'économiste Ahmad Soumaré. Voici ses explications au téléphone d'Abdourahmane Ly. Au terme de cette opération, donc, le Sénégal, du fait qu'il avait besoin uniquement que de 37 milliards, il a pris 40 milliards sur les 180 milliards qu'on lui a proposés. Donc c'est ça l'origine donc, de cet emprunt au niveau du Trésor, donc les obligations qui sont assez les OAT, on les appelle obligations assimilées
donc du Trésor. Donc, il a pris le prêt de 40 milliards pour pouvoir donc résoudre le problème de l'épargne des personnes physiques et morales pour la couverture des besoins du budget du Sénégal. Mais pendant tous les 5 ans qui vont venir, chaque année, on a des intérêts annuels au taux de 5,50. Et ça, dès la première année, ça veut dire dès le 17 janvier 2023. Sur 5 ans, donc il doit rembourser donc 5,50 de taux d'intérêt sur les 40 milliards. Mon souci est que on s'endette peut-être un peu trop. On peut payer donc parce qu'on a des perspectives, mais c'est cet endettement-là. Donc mon problème, il est la traçabilité de cet endettement. On ne voit pas la suite. On voit qu'on emprunte et les emprunts, il faut les payer. Les investissements, la traçabilité, le suivi et l'évaluation dans les contrats de performance pour qu'on puisse savoir qu'on a emprunté 100 milliards. 100 milliards ont été, qu'on voit exactement la traçabilité de ces 100 milliards. Ça, on ne le voit pas. Et je vous le disais tantôt, des transitaires, transporteurs, chauffeurs et activistes du Sénégal et du Mali se sont retrouvés ce vendredi à Dakar pour protester contre les sanctions de la CEDEAO contre la junte au pouvoir au Mali. Ils réclament la levée des sanctions dans les meilleurs délais et invitent toutes les parties prenantes au dialogue pour trouver une sortie de crise. Les précisions dans ce reportage signé à Luso. Des dizaines de citoyens sénégalais et maliens ont condamné les sanctions de la CEDEAO. S'ils ne sont pas d'accord avec la position de Assimi Goïta pour les 5 ans au pouvoir avant d'aller à des élections libres et transparentes, ils devaient aller sur table et essayer d'échanger et négocier et de voir comment il peut diminuer ça et organiser des organisations transparentes. Des sanctions qui bloquent le corridor Dakar-Bamako impactent négativement l'économie des deux pays. Il n'y a pas moins de 1000 véhicules qui font l'aller et le retour dans les distances. Donc je pense aujourd'hui que les conséquences économiques sont incalculables. Vous êtes actuellement dans la zone portuaire, faites un tour. Donc vous allez voir, c'est un vide total. Donc un vendredi, il est très difficile de passer dans cette zone. Mais aujourd'hui, donc il essaie de voir qu'on roule comme on veut. Le Mali, mis en quarantaine par ses pairs, situation qui appauvrit sa population et celle du voisin sénégalais. Ces derniers dévoilent leurs attentes. Nous souhaitons quand même une bonne lisibilité de la situation par nos partenaires, les États membres. Vous savez, le Mali traverse actuellement une crise multidimensionnelle depuis les années 2001. Donc je pense aujourd'hui que nous avons plus besoin d'accompagnement que de sanctions économiques. Pour sortir le peuple malien de cette impasse, nos interlocuteurs souhaitent la voie du dialogue et non l'asphyxie économique qui risque d'envenimer la situation sécuritaire et économique. Et pour l'instant, impossible de donner une estimation chiffrée sur la perte du volume de transactions depuis la fermeture de la frontière. Des propos d'Oumar Tangara, chef de la relation des douanes du Mali au Sénégal. Et même si les denrées de première consommation circulent, il existe bel et bien un manque à gagner énorme à cause de cette situation. Oumar Tangara au micro d'Alunso. Il serait très difficile de donner une estimation chiffrée, mais je sais quand même que les transactions entre le Sénégal et le Mali se chiffrent en termes de milliards par an. Et vous n'êtes pas sans savoir que par jour, c'est au moins des milliers de camions qui font la navette entre de part et d'autre des deux frontières. Donc et tous ces camions, quand ils vont au Mali, ils sont chargés, de retour, ils sont chargés. Donc vous imaginez un peu quel est alors le volume des transactions commerciales entre les pays. Mais je ne peux pas vous dire une évaluation exacte pour le moment, parce qu'on n'a pas fait de statistiques. Voilà, pas fait de statistiques, donc je ne peux pas faire une évaluation exacte de la perte. Mais ce qui est sûr, il y a une perte. Parce qu'une fois que vous fermez, vous empêchez les transactions commerciales, ça veut dire qu'il y a la rétention des mouvements des marchandises. Ça, c'est des manques à gagner. Des manques à gagner qui vont même appauvrir la population. Parce que ce corridor-là, ça fait nourrir beaucoup de personnes, du côté malien comme du côté sénégalais. Donc quand vous empêchez ces mouvements de marchandises-là entre les deux pays, donc vous faites souffrir des gens. La CEDEAO a bien dit que les denrées de première nécessité peuvent circuler. Mais j'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile pour nous. Au départ, ça n'a pas été facile parce que dans un premier temps,
les Sénégalais avaient fait vraiment le starting block, quoi. C'est-à-dire que rien n'est passé, malgré la quintessence du communiqué. Donc il a fallu qu'on mène des tractations. Nous, en tant que représentants des services extérieurs, on a fait des tractations avec, du côté de nos amis douaniers du Sénégal, bon, qui vraiment ont eu une oreille attentive. Au fur et à mesure qu'on avançait, donc ils lâchaient un peu jusqu'à aujourd'hui quand même. Je crois que ces produits de première nécessité là ne vont plus souffrir. Je l'espère bien. Mais à côté de ça, ce n'est pas bon. En fait, ça permet aux populations d'être approvisionnées. Mais ça ne suffit pas. Il y a des biens d'équipement, il y a des biens de construction. Donc l'économie, c'est un tout. Et puis une note en sport, des nouvelles de la tanière à Bafoussam, Khalidou Koulibaly, Gana Gueye, Mendy et Balo Touré retrouvent le groupe pour la première fois. Donc, depuis son arrivée au Cameroun, le staff technique des Lions a pu compter sur un groupe de joueurs disponibles à l'heure actuelle. Il ne reste plus qu'Abdoulaye Seck et Ismaïla Sarr à l'infirmerie. Et quant à Ismaïla Sarr, il continue donc d'accélérer sa préparation à Barcelone dans l'objectif de retour rapide en sélection. Autre actualité en rapport à la CAN 2021, les marchands ambulants ratent rarement les matchs de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, même si les heures auxquelles les matchs sont diffusés ne les arrangent pas. Cependant, ils utilisent leur téléphone portable pour suivre les matchs et pour ceux qui vendent les articles aux couleurs du Sénégal, leurs affaires marchent plutôt bien. C'est un reportage signé Marem Diaye. Petersen. Cette gare routière qui fait aussi office de marché est très animée cet après-midi. Ici, les marchands ambulants se comptent par centaines. Ils sont très occupés, mais font tout pour ne manquer aucun des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Je regarde les matchs avec mon téléphone et tant que l'arbitre ne siffle pas la fin, je ne fais rien d'autre. Certains portent déjà le maillot du Sénégal. Parfois, ils abandonnent leur travail pour suivre les matchs. Pendant les matchs, je suis au marché, mais parfois, je suis obligé de quitter ma place pour aller les voir ailleurs. Ce dernier est déjà sur le chemin pour aller voir les rencontres du jour. Là, je me presse pour aller voir les matchs du jour. La vente des bandeaux et autres drapelés aux couleurs du Sénégal marche déjà très bien. Je vends des bracelets, des drapeaux et autres, mais actuellement, c'est la ruche. Ici, l'on prie pour que l'équipe du Sénégal aille plus loin dans la compétition pour qu'ils puissent écouler leur stock. Je prie pour que le Sénégal gagne tous ses matchs, pour que je puisse écouler mes articles. Les marchands ambulants du marché Petersen suivent de très près la Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui vendent des objets aux couleurs du drapeau national commencent à se frotter les mains et espèrent que les Lions remportent la coupe pour plus de bénéfices. Dans la rubrique Portrait ce soir, c'est une réalité aussi perceptible que le tabou qui le dissimule. La toxicomanie risque de gagner encore plus de terrain si l'on y prend garde. Ce sont là des mises en garde de Sadibou Diop, ex-conseiller et expert en toxicomanie. Avec 15 années d'expérience en poche, il a récemment quitté les États-Unis pour se poser définitivement au Sénégal. Une carrière qui lui permet d'affirmer que les familles des personnes souffrant de toxicomanie devraient davantage s'engager dans les thérapies. Son portrait proposé par Dormandi. Plus de 15 ans d'expérience en santé mentale entre l'Europe et les Amériques, Sadibou Diop va finalement décider de quitter le Canada pour déposer définitivement ses bagages à Dakar. Objectif, faire de sorte que le phénomène de la toxicomanie, un tabou au Sénégal selon lui, regresse significativement. La situation est quand même problématique. Je ne dirais pas alarmante, mais c'est une réalité qui existe. Mais le problème, c'est qu'avec les réalités culturelles, ça reste un tabou. Mais il faut juste savoir que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions qui existent, il y a des spécialistes quand même, et qu'il y a une prise en charge qui peut être faite au niveau individuel, au niveau familial aussi pour soutenir les familles.
Une réalité dans les ménages, les écoles, dans la société sénégalaise, expliquant ainsi la mise sur pied de son cabinet à Dakar, Dopamine, où il examine ses clients avant de leur proposer une thérapie qu'il coordonne avec un médecin spécialisé. Je les accueille ici dans les locaux de Dopamine et on fait un check-up, c'est-à-dire que j'évalue avec eux où ils en sont dans leur consommation. Mais au-delà de la consommation, il y a tout un tas de variables, on va dire comme ça, comme l'environnement, etc. L'état d'esprit de la personne et les produits qu'il consomme. Et j'essaie de faire un point avec la personne. Et à partir de là, ça va le processus de soins ou d'accompagnement, plutôt, va découler de là. Une stratégie qui porte les fruits escomptés, même si le suivi médical pose le plus souvent problème, ce qui ouvre la voie à la rechute. Au-delà de la personne, c'est l'entourage aussi. Souvent, le toxicomane, dans notre jargon, on dit que c'est celui qui porte le symptôme d'un dysfonctionnement au niveau de la famille. Après, c'est tout un art maintenant d'essayer de faire comprendre à un père ou à une mère, sans les juger, qu'ils y sont peut-être pour quelque chose des fois. Des incompris dans une société où l'on a la gâchette facile quand il s'agit de juger une personne, ce qui ne lui facilite pas le travail. Et c'est souvent ces gens-là qui ont le plus besoin d'accéder à des soins comme tout le monde. Parce qu'il faut comprendre que c'est une maladie quand même, au même titre que du diabète ou autre chose. Même si ce n'est pas forcément dans le même registre. Ce qui complique la chose, c'est que s'il y a le niveau somatique, donc médical, il y a le niveau psychologique et psychiatrique aussi, ce qui renforce encore la difficulté. Donc avec cette façon de stigmatiser ce public-là, ils ont tendance à se cacher et ne pas accéder ou aller spontanément vers le soin, quoi. Fardeau que Sadibou Diop essaie de porter sur ses frêles épaules en formant des relais communautaires ou toute personne qui le souhaiterait. Formé en France en travail social et en sciences de l'éducation, avant d'acquérir son diplôme universitaire en addictologie et en santé mentale, en milieu pénitentiaire notamment, Sadibou Diop se veut optimiste et veut atteindre l'autonomisation de ces personnes dites vulnérables, celles souffrant notamment de toxicomanie. Dans l'actualité ailleurs, d'abord ce communiqué du mouvement pour le renforcement de l'amitié sénégalo-mauritanienne appelant le ministre mauritanien des Transports terrestres et son homologue sénégalais a procédé comme promis dans les plus brefs délais à la levée complète de la rupture de charge au niveau de la frontière des deux pays. Le mouvement lance cet appel dans le but d'éviter un conflit entre les transporteurs des deux pays. Le mouvement invite également les transporteurs du Sénégal et de la Mauritanie à privilégier le dialogue et le règlement pacifique des différends. Et puis au Mali, après la mobilisation réussie contre les sanctions de la CEDEAO, la junte au pouvoir s'active sur le front diplomatique. Assimi Goïta souhaite donc continuer à dialoguer avec l'institution sous-régionale pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Selon RFI Afrique qui donne l'information, l'homme fort de Bamako est d'ailleurs attendu en Mauritanie dans les prochains jours avec 5 autres ministres du gouvernement de transition. Avec la Mauritanie, donc pays non membre de la CEDEAO, cette visite a pour objectif de voir comment contourner l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO, mais aussi envisager d'utiliser à l'import comme à l'export les ports mauritaniens. En attendant, le Mali a annulé ses accords militaires avec la France en raison de son soutien aux sanctions de la CEDEAO selon bamako.com. Et puis, Covid-19 et vaccination en Afrique, l'immunité acquise lors des pics précédents et les progrès de la vaccination sont les deux hypothèses avancées pour expliquer si elles se confirment. La brièveté de cet épisode, selon des chiffres publiés par le Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses, la vague Omicron montre des signes de repli dans le continent africain. Une stabilisation est notée pour la deuxième semaine consécutive avec une hausse de nouveaux cas limitée à seulement 2% sur la semaine achevée le 9 janvier dernier, après une augmentation de 5% la semaine précédente. Toutefois, en ce début d'année, la question n'est plus celle de la disponibilité des vaccins, mais de la capacité des pays à déployer des campagnes sur l'ensemble de leur territoire.
présent, votre rubrique article de la semaine qui s'intéresse à la CEDEAO qui inflige de lourdes sanctions au Mali, un pays plongé dans l'instabilité politique depuis quelques années. Des sanctions analysées par le journaliste Lamine Diouf du quotidien Enquête dans la parution de ce mercredi. Votre rubrique article de la semaine signée ce samedi, Mamadou Dia. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest inflige un embargo au Mali, de lourdes sanctions contre Bamako. Le journaliste Lamine Diouf du quotidien Enquête passe à la loupe la situation dans la parution du mercredi, une situation qu'il assimile à une guerre froide. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est pratiquement, on n'est pas jusqu'à guerre froide parce que ça c'est un petit peu caricaturé. Mais on sait qu'au Mali aujourd'hui, les puissances internationales sont en train de se bousculer pour maintenir leur influence sur ce pays. Ça concerne d'abord la France qui est présente en Afrique depuis longtemps. Et maintenant, c'est la Russie, les États-Unis qui viennent aujourd'hui, qui vont aussi chercher à établir leur influence en Afrique. Et le Mali est un exemple très intéressant. Donc, la France est là depuis plusieurs années pour combattre le terrorisme au Mali. Maintenant, les Russes sont aussi maintenant présents depuis que la France a décidé de se retirer de ce conflit. Ces sanctions corsent une situation au Mali déjà embourbée. Au regard du journaliste, la CEDEAO aurait sanctionné des militaires qui décident de s'agripper au pouvoir. Cet argument ne tient pas route aux yeux de Lamine Diouf. On l'a tous vu, on l'a su aussi, donc c'est un embargo qui concerne une fermeture des frontières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, qui vit déjà une situation extrêmement difficile, une crise économique, une crise sociale, mais aussi une crise politique. Et on sait que le pays a connu deux coups d'État, si on peut parler ainsi, donc en l'espace de 2 mois. Donc tout ça font que le pays malien, et surtout les Maliens, le peuple malien, sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Donc, mettre en place des sanctions contre ce pays, même si les sanctions visent la transition menée par le colonel Goïta, je trouve que c'est un petit peu inapproprié de la part de la CEDEAO. Un groupe militaire privé russe, Wagner, est au cœur des préoccupations. D'après la plume du journaliste, la question est en quoi leur présence aux côtés de l'armée malienne gêne-t-elle la France à la suite de la décision de Paris de rappeler ses troupes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est un enjeu déjà pour la France et maintenant pour les Russes qui cherchent à s'établir en Afrique. Ils ne sont pas présents au Mali. Donc c'est l'influence qui est recherchée. Donc comme l'a dit, quand vous lisez l'article, vous voyez l'intervention du représentant russe au niveau des Nations Unies. Lorsqu'il a la parole, il a parlé, il a évoqué une phrase qui peut être vraiment évocatrice. Donc, il dit les Occidentaux veulent avoir le monopole surtout de la fourniture de services en Afrique. Donc, si les mercenaires viennent, ils ne viennent pas gratuitement, ils viennent pour être payés. La CEDEAO barricade ses frontières avec le Mali. Le Sénégal est l'un des grands perdants. Son économie va en pâtir. Beaucoup en ont parlé, beaucoup d'experts. Au plan purement économique, on voit tout ce que le Mali apporte au Sénégal via le port de Dakar. Donc, la dernière estimation qui a été sortie ici, c'est 474 milliards de francs CFA qui revient au Sénégal à travers les services unis dans le port de Dakar avec Monaco. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont des parents au Mali et vice-versa. Aujourd'hui, avec cette situation, tu peux avoir ta femme qui est au Mali, tu restes au Sénégal, tu ne peux pas lui envoyer de l'argent. Ça, c'est ton problème. Au niveau des frontières, on a vu qu'il y a des camions qui étaient bloqués, qui étaient chargés de marchandises, qui sont bloqués au niveau des frontières. Ce sont des situations extrêmement compliquées. C'est pourquoi on disait que ces sanctions arrivent à un moment très, très mal choisi.
Ces sanctions risquent de plonger le Mali dans une situation de chaos. Depuis quelques années, le pays mène une guerre sans merci contre des djihadistes au nord. Malgré tout, Lamine Diouf reste optimiste pour une issue heureuse. Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très belle suite des programmes sur ITV.